Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Avec ce podcast, vous allez tout comprendre. Et si vous l'appréciez, laissez-lui comme d'hab 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour m'aider à le faire connaître. On peut dire que Mario Draghi, dans ce rapport, il a vraiment pas mâché ses mots. Il dit clairement que, on a procrastiné en Europe. Que pour la première fois depuis la guerre froide, il faut qu'on soit inquiet pour la survie de notre continent. C'est un document qui fait l'effet d'une bombe. Il explique que si l'Union européenne ne réagit pas très vite, elle va être totalement déclassée par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Son auteur, c'est Mario Draghi, et il a remis son rapport explosif en début de semaine à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Voilà. En tout, le rapport fait 400 pages. Alors, si vous avez la flemme de le lire, restez là, je m'occupe de tout. À mes côtés en explicator, Augustin Bourlot, c'est le rédacteur en chef de WhatsApp EU, une newsletter gratuite et hebdomadaire. Oui, sur l'Union européenne, vous avez bien deviné. Chaque semaine, elle résume, elle explique, elle analyse ce qui s'est passé d'important dans les affaires européennes. Je vous mets le lien pour vous abonner tout de suite en description. Et ce rapport, vous l'aurez compris, c'est un truc qu'il ne fallait pas manquer. Déjà, on va commencer par la base, focus sur son auteur, Mario Draghi. It's me, Mario! Oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Mario Draghi, c'est une personnalité qui est très connue et très respectée à l'échelle européenne. Il était Premier ministre d'Italie entre 2021 et 2022. Avant ça, il a été président de la Banque Centrale Européenne, la BCE, entre 2011 et 2019. Il a souvent été appelé le sauveur de l'euro parce qu'il a eu un rôle très important en supervisant des systèmes de prêts aux banques qui étaient en difficulté ou encore en travaillant sur la restructuration de la dette de la Grèce. Donc c'est quelqu'un qui est très respecté à ce niveau-là. Et avant ça, il a été gouverneur de la Banque d'Italie. Et encore avant ça, et je pense que c'est assez important de le mentionner, il a quand même une carrière d'une vingtaine d'années en tant qu'économiste dans le milieu académique. Et c'est important de garder ça en tête pour le rapport parce que c'est un travail qu'il connaît. C'est là qu'il a commencé le milieu académique, la recherche. Bref, on l'aura compris, Mario Draghi, c'est pas n'importe qui. C'est même plutôt un mec qui pèse. Le sauveur de l'euro quand même, c'est pas rien. Et vous allez voir que c'est pas pour rien qu'on a fait appel à lui, car il y a urgence. Depuis plusieurs années, l'Europe a un gros problème, c'est sa compétitivité. Là, ça vous semble peut-être un gros mot, mais ne vous inquiétez pas, Augustin vous explique tout. Alors, ce rapport, il a été demandé par Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, il y a un an. À l'époque, un des sujets qui était important et qui est toujours très important, c'est celui de la compétitivité. Moi, j'aime bien définir la compétitivité par la capacité à faire face à la concurrence. Et donc, la compétitivité au niveau européen, on peut définir ça par, est-ce que les entreprises européennes sont capables de rivaliser avec les entreprises chinoises et les entreprises des États-Unis, tant sur le marché européen qu'à l'international. Et donc, c'est un terme, la compétitivité, dont on parle de plus en plus ces dernières années et qui s'est vraiment imposé comme un problème majeur de l'économie européenne. Et donc, Ursula von der Leyen a demandé à ce que Mario Draghi fasse un rapport sur ce sujet-là pour qu'on ait des chiffres, des idées et puis qu'on puisse agir mieux, en fait. Alors là, c'est le moment où je fais une petite aparté politique. Et ensuite, on rentrera dans le cœur du dossier, promis. Ce rapport, Mario Draghi, il aurait pu le sortir au printemps dernier. Mais on lui a demandé de temporiser et je trouve que c'est quand même important qu'on le mentionne. C'est un peu flou. Il faut savoir que c'est Ursula von der Leyen qui a demandé ce rapport et donc c'est un peu elle qui décide quand est-ce qu'on le publie. Mario Draghi, on lui a juste demandé de l'écrire, donc il n'a pas forcément de marge de manœuvre pour dire moi j'ai envie qu'on le publie maintenant ou plus tard. Ce qu'on pense, on n'a pas de source qui confirme ça de manière officielle. C'est que Ursula von der Leyen, au moment où le rapport devait être publié, c'est-à-dire en mai-juin
passées là de cette année, Ursula von der Leyen voulait un peu se concentrer sur les élections européennes et éviter d'avoir un rapport qui pourrait aliéner certains pays ou certains partis politiques et donc potentiellement nuire à sa réélection à la tête de la Commission européenne. These needs are important, but why are they so important? Well, they are important because they have to do with our founding values. Europe. L'homme que vous entendez, avec sa voix un peu traînante et son accent italien, c'est justement Mario Draghi. Values are prosperity, equity, freedom, peace and democracy. Et voici le bilan qu'il tire de tous ces mois de travail. L'Europe est une terre, un continent, dit-il, où nos valeurs, celles de l'Union européenne, sont la prospérité, l'équité, la liberté, la paix et la démocratie dans un monde durable. Et si l'Union européenne existe, c'est pour garantir aux Européens ces droits fondamentaux. Et si l'Europe ne peut plus les fournir à ses citoyens, elle aura perdu sa raison d'être. C'est pourquoi ce que nous essayons de faire maintenant devient existentiel. On peut dire que Mario Draghi, dans ce rapport, il n'a vraiment pas mâché ses mots. Il dit clairement que on a procrastiné en Europe, que pour la première fois depuis la guerre froide, il faut qu'on soit inquiet pour la survie de notre continent, au moins la survie économique, et qu'on fait vraiment pas le nécessaire que notre industrie reste compétitive, reste innovante et revienne sur le devant de la scène. Et il dit clairement, Mario Draghi, que l'Union européenne risque une lente agonie. J'utilise ces mots, c'est vraiment ce qu'il a dit. On risque une lente agonie si on ne prend pas les décisions nécessaires et si on n'arrête pas de procrastiner sur des sujets qui sont quand même dans l'imaginaire ou du moins dans les débats européens depuis quelques années, quoi. En gros, on se voit décliner par rapport aux autres pays ou États continents et on ne fait rien. Le constat général, c'est que dans l'Union européenne, la croissance ralentit. On a une croissance qui est aux alentours de 1%, peut-être moins de 1% cette année. On a aussi une productivité qui est trop faible. Donc la productivité, c'est notre capacité à être plus efficace quand on produit, à produire plus dans le même laps de temps ou avec les mêmes forces de travail. Et donc on a un écart qui est en train de se créer avec d'autres pays et surtout avec les États-Unis. Notre écart de productivité avec les États-Unis a grandi, mais on a aussi un écart de PIB. Wait, what? Et oui les gars, quand on regarde les graphiques, c'est assez fou. En 2002, donc il y a 22 ans, l'écart de PIB était de 17% entre l'Union européenne et les États-Unis. Et l'an dernier, c'était quasiment le double, 30%. Nos gros points faibles, Mario en voit 3, et c'est ce dont on va parler maintenant. Let's go! Le premier, c'est rattraper le retard qu'on a en matière d'innovation, notamment par rapport aux États-Unis. On n'arrive pas dans l'Union européenne à encore bien tirer profit des nouveaux secteurs, les nouvelles technologies et à s'imposer dans ces domaines. Et on est encore bloqué dans des secteurs qui étaient sur le devant de la scène il y a 20 ans, comme la pharmaceutique, l'automobile, qui sont des secteurs importants, mais on n'est vraiment pas passé assez sur les nouvelles technologies. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas bon sur l'innovation? Alors Mario Draghi pense que les entreprises sont contraintes par des règles qui sont trop importantes et parfois un peu trop de bureaucratie. On a aussi du mal à mobiliser les investissements privés. Et donc, les entreprises vont beaucoup du côté des États-Unis pour se financer. Et on a aussi un problème de compétences. Un chiffre du rapport qui m'a marqué, c'est que plus de 3/4 des entreprises européennes estiment que leurs nouveaux employés n'ont pas les compétences requises. Et donc, les solutions sur ce pan-là, c'est vraiment de repenser notre manière de faire l'innovation, faire en sorte que nos universités se renforcent, qu'on arrive mieux à commercialiser les innovations, parce qu'on n'est pas trop mauvais pour ce qui est de rechercher et créer des nouvelles choses. Mais le problème, c'est passer à l'étape suivante, c'est commercialiser. La mission, c'est donc de mettre le paquet sur l'innovation, mais aussi de trouver de l'argent pour investir dans ces fameuses innovations, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut quand même mettre la moula derrière. Mais il faut aussi qu'on chope le train de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un point important pour Mario Draghi parce qu'il dit que l'intelligence artificielle, c'est une technologie assez spécifique parce qu'elle va irriguer tous les autres secteurs. Si on arrive à être bon en intelligence artificielle, on pourra augmenter la productivité dans plein de secteurs.
Allez, comme c'est bien de faire son introspection, voici le deuxième gros défaut de l'Union européenne, ses exigences environnementales. Bon, là, c'est pas vraiment un défaut, c'est un peu comme quand on dit qu'on est perfectionniste à un entretien d'embauche. Mais disons que nos exigences environnementales, qui sont une fierté, ça serait bien que ça ne devienne pas une balle dans le pied. Le deuxième point important, c'est d'arriver à bien combiner notre transition énergétique, donc notre décarbonation, avec la compétitivité. Mario Draghi dit qu'on a des ambitions qui sont très élevées, plus que partout dans le monde, mais qu'on manque un plan clair pour que notre industrie suive. Il faut un cap clair. Et ça commence par faire quelque chose sur le prix de nos énergies. Les entreprises européennes ont des prix d'électricité 2 à 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis. Et quand on parle du gaz, ça peut être jusqu'à 5 fois plus. Évidemment, les entreprises le disent, pour elles, c'est un frein à l'investissement. Il faut aussi qu'on bosse sur nos outils de la transition écologique. La Chine est très compétitive en termes de véhicules électriques, de panneaux solaires. Et ce qui est intéressant, c'est que Mario Draghi nous dit pas il faut essayer de dépasser la Chine ou alors d'être compétitif sur tout. Il est assez pragmatique et il dit bon, il y a des secteurs comme le photovoltaïque où clairement on a pris beaucoup trop de retard. En revanche, il y a d'autres secteurs comme les véhicules électriques sur lesquels on peut encore faire la différence et s'imposer face à la Chine. Et comme on n'est pas à un défaut près, let's go sur le troisième point noir. Le troisième point, c'est d'améliorer notre sécurité, sécurité économique, mais aussi la sécurité au sens plus classique, et aussi réduire les dépendances avec les autres pays. Notamment la Chine et les États-Unis. La Chine, on est super dépendant pour tout ce qui est matières rares et nouvelles technologies. Les États-Unis, pareil, on a des dépendances assez grandes en matière de nouvelles technologies. Et donc, selon Draghi, il faut créer une véritable politique étrangère économique, créer des partenariats, sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Ça, on a commencé à le faire, mais il faut aller plus loin. Et l'autre point sur la sécurité et la dépendance, c'est d'investir dans la défense. Mario Draghi le dit assez clairement, on ne s'est pas vraiment réveillé depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est vrai que quand on regarde, moi je l'avais fait pour une chronique, en fait on n'achète rien en commun, ou quasi rien, et surtout on se fournit à l'étranger. 80% des achats pour la défense se font hors de l'Union européenne. Voilà, on a le constat, quelques solutions, je pense que vous avez les grandes lignes, et je pense aussi que vous avez compris qu'il va falloir de la moula. Mario Draghi appelle à ce qu'il y ait 800 milliards d'euros par an en plus qui soient investis dans les secteurs stratégiques si on veut tenir le coup. Et donc toute la question c'est comment est-ce qu'on finance tout ça ? Il y a plusieurs solutions, mais une des solutions qui fait pas mal de bruit, c'est la solution de l'emprunt commun. Et en fait, ça a déjà été fait pendant le Covid. C'est la première fois qu'on a eu un emprunt commun à l'échelle de l'Union européenne. Et ça n'a pas été facile, hein. Il a fallu convaincre des pays qui sont généralement un peu conservateurs ou du moins plus prudents sur leurs finances. Je pense à l'Allemagne ou aux Pays-Bas. Et là, je vous renvoie aux 2 premiers épisodes du podcast, les tout premiers, vraiment épisodes 1 et 2, où justement, je vous racontais toutes les tractations autour de cet emprunt commun qui a pas été très simple à mettre en place. Et Draghi dit qu'il faudrait peut-être faire ça à nouveau. Et donc pendant la conférence de presse, c'était assez marrant parce que Mario Draghi a proposé cette idée. Et ensuite, les journalistes ont demandé à Ursula von der Leyen, qui était aussi présente, est-ce que ça va se faire ? Et voilà, elle était un peu embarrassée parce que c'est pas vraiment elle qui a la main sur ça. Il faut convaincre les États membres. Il faut que tous les États membres soient d'accord. Mais on voyait qu'elle était un peu embarrassée. Le financement, c'est une question assez sensible. Après, il n'y a pas que l'emprunt commun. Si on arrive à avoir une meilleure intégration des marchés des capitaux, si on arrive à mobiliser la finance de manière plus uniforme à l'échelle européenne, on peut trouver des solutions. Mario Draghi, il dit aussi qu'on n'utilise pas très bien notre budget. En fait, on a beaucoup de ressources communes dans le budget de l'Union européenne, mais on a plein de fonds différents et selon lui, on s'y perd un peu et il faudrait revoir les priorités. Reste à savoir maintenant si ce super rapport hyper fouillé de 400 pages va être suivi des faits ou si les leaders européens vont juste la jouer OK, vu et s'en tapent un peu. Je pense que c'est un rapport qui va être important. Est-ce que ça va se traduire par des politiques, des nouvelles politiques ou vraiment de l'action ? Ça reste à voir. Mais
au moins on a un diagnostic. C'est très chiffré, c'est assez clair. On a vraiment des idées, et un diagnostic et des idées pour faire changer les choses. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le rapport est structuré en 2 parties. On a une première partie qui fait environ 70 pages et qui est, disons, le cœur du rapport. Et puis dans une autre partie qui fait plus de 300 pages, Mario Draghi développe 170 propositions, ce qui est assez énorme, de manière assez précise, qui selon lui pourrait servir à revigorer la compétitivité européenne. Donc je pense que on a un très bon diagnostic et c'est un rapport qui va être, à mon avis, important dans les années qui vont suivre et auquel on va beaucoup faire référence. Je pense que c'est vraiment une mine d'or. Ensuite, est-ce que ça va se traduire par des politiques? Ça c'est la grande question. On peut se demander d'abord qui est-ce qui traduirait ça dans des politiques. La Commission européenne peut proposer des choses, mais il faut qu'il y ait une volonté politique qui suive, notamment de la part des États membres. Et en fait, quand on regarde les États membres qui sont généralement très influents, quand on parle d'idées qui vont un peu révolutionner l'Union européenne, on a la France et l'Allemagne. Et la France et l'Allemagne, actuellement, ça va pas fort. En France, on a un déficit qui est supérieur d'ailleurs à 5%. Et ça pourrait un peu refroidir d'autres pays européens comme l'Allemagne quand on parle d'endettement commun. Parce que si on s'endette, mais qu'on a déjà un déficit très élevé et qu'on respecte pas les règles qui définissent les limites de déficit et de dette au niveau européen, on part sur un mauvais pied pour discuter. Et puis en Allemagne aussi, il y a la coalition d'Olaf Scholz qui est très affaiblie. Et on peut se demander, est-ce que l'Allemagne et la France ont la marge de manœuvre politique actuellement pour prendre les devants et dire voilà ce qu'il faut faire et entraîner les autres États membres avec eux. Moi, je pense que ce moteur franco-allemand, il serait nécessaire actuellement si on veut vraiment changer les choses. Mais c'est pas une situation qui est idéale des deux côtés du Rhin. Affaire à suivre donc. Voilà, normalement, on vous a épargné la lecture des 400 pages. Mais après, vous pouvez toujours aller faire les geeks et fouiller un peu. On peut télécharger le dit rapport sur le site de la Commission européenne. Merci beaucoup à Augustin pour ses explications. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la newsletter WhatsApp EU. Le lien est dans la description. Vous avez aussi les 2 premiers épisodes du podcast à réécouter. Et puis, si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute. À très vite.